Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le GMC Acadia 2024 complètement renouvelé? Troisième génération d'un véhicule qui est arrivé sur le marché en 2007 et qui, à l'époque, avait connu un succès instantané. C'est un véhicule plus gros, plus polyvalent que ses compétiteurs. Il avait un look fort réussi pour l'époque. Mais la deuxième génération du GMC Acadia n'a pas connu le même niveau de succès. On avait choisi chez GM d'en réduire la taille, d'en faire un véhicule qui n'allait pas rivaliser directement, en quelque sorte, avec le Chevrolet Traverse. Et force est de constater que ce fut une erreur parce que le GMC Acadia de deuxième génération a poursuivi sa carrière un peu dans l'ombre du Chevrolet Traverse et aura été moins populaire que ses rivaux. Ce n'était pas le cas avec la première génération et General Motors compte corriger le tir avec cette troisième génération de l'Acadia qui débarque pour 2024, cette fois dans un format comparable à celui du Chevrolet Traverse. D'ailleurs, tout ce que je dirais concernant le GMC Acadia s'applique aussi au Chevrolet Traverse. Il faut savoir qu'on a simplifié les gammes pour 2024. Chez GMC, il y a 3 déclinaisons du Acadia qui sont proposées, toutes en 4 roues motrices. Et c'est la même chose du côté de chez Chevrolet, où on élimine notamment la version iCountry du Traverse 2024. Alors, nouveau look, nouvelle approche pour l'Acadia 2024, plus imposant que par le passé, bien sûr. L'empattement à lui seul est 214 mm plus long que le modèle qu'on vient remplacer. Ça vous donne une idée. Et évidemment, au niveau de la calandre, ça ressemble énormément au Yukon, au Sierra, au nouveau GMC Terrain aussi qui va débarquer prochainement. Bref, on harmonise le style des différents produits GMC en leur donnant une personnalité qui est plus forte, histoire de se différencier encore davantage des produits Chevrolet, bien évidemment. Alors, comme je le mentionnais, 3 déclinaisons de l'Acadia pour 2024. La version Élévation qui fait office de modèle d'entrée de gamme désormais dans la gamme Acadia. 4 roues motrices de série. On passe ensuite à la version AT4 qui risque, selon moi, d'être l'une des plus populaires, sinon la plus populaire de la gamme. Et au sommet, évidemment, la version Denali qui joue une carte beaucoup plus luxueuse et qui se distingue avec des roues de 22 pouces, alors qu'ici, on a affaire à des roues de 18 pouces avec des pneus Goodyear Wrangler conçus pour la conduite hors route. Le véhicule, esthétiquement, diffère des autres versions parce qu'il est rehaussé d'1 pouce, parce qu'il a une suspension conçue pour la conduite hors route, ou du moins plus ferme que celle des autres versions de l'Acadia. C'est un véhicule un peu plus aventurier et la stratégie avec la version AT4, c'est bien évidemment d'aller rivaliser avec des produits comme le Ford Explorer Timberline, le Kia Telluride X-Pro, le Nissan Pathfinder Rock Creek, ce genre de produits-là qui se multiplient dans le marché. On souhaite renforcer le caractère de certains des VUS intermédiaires à 3 rangées de sièges pour les rendre plus polyvalents, plus efficaces en conduite hors route, parfois plus efficaces en remorquage également. D'abord, un mot sur cette version AT4 du GMC Acadia, parce qu'évidemment, c'est un modèle qui sera fort convoité. On l'a rehaussé d'1 pouce, comme je le mentionnais un peu plus tôt. On lui a mis une suspension plus ferme, peut-être plus efficace, hors des sentiers battus, même si dans les faits, il y a peu de gens qui vont utiliser un Acadia pour aller jouer dans la boue. En fait, c'est que ça peut mieux composer avec des conditions un peu plus extrêmes. Et le véhicule, on le sent un peu plus solide aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que parce qu'on a allongé l'empattement de façon considérable, je vous dirais que le confort demeure fort intéressant. Ça le sera encore plus, donc ça sera encore plus confortable si vous optez pour une version Élévation ou une version Denali. Mais encore, avec une version Denali, il faut comprendre que même si on a une suspension un peu plus évoluée, on a des roues de 22 pouces qui, elles, sont plus ou moins bien adaptées aux conditions climatiques québécoises et à nos routes, évidemment. Alors, peut-être que la version Denali, c'est pas la meilleure formule pour tout le monde. Et je considère que cette version AT4 risque de plaire énormément à beaucoup de gens. Ça sera, selon moi, la version la plus vendue des 3, du moins pour ceux qui veulent avoir un véhicule axé sur la polyvalence chez nous au Québec. Évidemment qu'un Acadia, c'est un véhicule qui se veut plus polyvalent que jamais, plus spacieux que par le passé, en fait énormément plus spacieux que par le passé, 2761 litres de volume cargo derrière les sièges avant. Ça en fait un des plus spacieux forcément avec le Chevrolet Traverse qui livre essentiellement la même chose. Et je vous dirais que l'accès à la 3e rangée se fait en un tournement. La polyvalence de l'habitacle, la facilité d'utilisation des différents éléments à bord du véhicule, c'est fort réussi. Vous pouvez aussi opter pour une version 8 passagers dans le cas du
modèle élévation, remplacer les 2 sièges baquets par une banquette à 3 places. Alors, pour ceux qui veulent avoir un véhicule accueillant 8 occupants, c'est possible de le faire, mais uniquement dans la version élévation. Si vous optez pour un modèle AT4 ou une version Denali, bien là, à ce moment-là, c'est un 7 places uniquement. La finition n'est pas particulièrement impressionnante, mais c'est mieux que par le passé. La présentation est plus riche que par le passé. Forcément qu'on a troqué l'ancienne instrumentation pour du 100% numérique, du numérique qui est évidemment personnalisable selon ce que vous souhaitez avoir affiché au niveau de l'instrumentation. Et on a ce nouvel écran de 15 pouces qui est très polyvalent, qui est beaucoup plus facile à utiliser que certains écrans du passé. Qualité graphique qui est en nette progression. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ramène la possibilité d'utiliser Apple CarPlay ou Android Auto indépendamment du système Google qui est intégré chez General Motors aujourd'hui. Alors, il y a certains produits Chevrolet et GMC qui ne vous permettent pas d'utiliser Apple CarPlay ou Android Auto. Ça sera probablement corrigé dans les prochaines années. Mais du côté du Acadia, on peut utiliser Apple CarPlay. À mon grand bonheur d'ailleurs, parce que j'en suis un peu accro. C'est pour moi la meilleure formule lorsqu'on prend place à bord d'un véhicule. Il n'y a pas besoin de vous dire que comme je change de véhicule chaque semaine, bien, d'avoir toujours la même présentation, ça m'est tout simplement plus pratique. Je vous mentionnais un peu plus tôt, le confort est assez surprenant à bord de cette version AT4, mais une carte cachée de ce véhicule-ci, c'est évidemment le différentiel arrière où vous allez avoir un vecteur de couple. Il faut savoir que le rouage intégral doit être engagé manuellement par le conducteur via un bouton qui est placé sur la planche de bord. Alors, vous allez rouler d'emblée en mode 2 roues motrices, comme c'était le cas avec l'ancienne génération. Vous allez engager manuellement les 4 roues motrices, mais par la suite, vous allez profiter d'un vecteur de couple qui, lui, va améliorer le rendement du rouage intégral, qui n'était pas très impressionnant sur le modèle de précédente génération. Est-ce que c'est le meilleur système toute roue motrice qu'on peut obtenir dans le segment? Probablement pas, mais vous allez avoir une amélioration par rapport à l'ancien Acadia si vous comparez les deux. Il faut savoir que sur ce véhicule-ci, on a aussi accès à une gamme basse. Alors là, il y a un bouton placé sur le volant pour pouvoir démultiplier le rendement de la transmission et vous permettre de faciliter la conduite si vous êtes en situation délicate, hors des sentiers battus, par exemple. C'est une fonction qui est assez intéressante et qu'on ne retrouve pas souvent chez les VUS de la compétition. Maintenant, le gros élément de différenciation du Acadia sur le plan mécanique par rapport à l'ancien modèle, c'est évidemment le fait qu'on troque l'ancien V6 de 3,6 litres pour un 4 cylindres turbo compressé. Une tendance dans le marché, une tendance dans le segment, évidemment, qui ne fera peut-être pas l'affaire de tous parce que ce 4 cylindres-là, bien qu'il soit plus généreux en puissance en couple, n'est pas plus économique à la pompe. Une grosse déception. Alors, l'ancien V6, ça faisait 310 chevaux, 271 livres-pieds de couple, mais c'est un moteur qui avait beaucoup de souplesse, qui avait prouvé sa fiabilité également et qui était franchement très intéressant. Même si ce n'était pas une mécanique ultra moderne, on l'appréciait beaucoup, cet ancien moteur V6, qui était raisonnable au niveau de la consommation de carburant parce que la moyenne combinée était à 11 litres au 100 et on roulait sur route autour de 9 litres au 100, ce qui était très correct. Avec le nouveau 4 cylindres de 2,5 litres turbo compressé, ben là, la consommation grimpe de quelques dixièmes de litres au 100 km pour une moyenne combinée. On l'annonce à 11,3 sur route à 9,9. C'est un moteur qui est passablement bruyant, qui se fait entendre en accélération, plus ou moins agréable comme sonorité d'ailleurs. Donc, rien à voir avec l'ancien V6 de ce côté-là. Mais au final, c'est un moteur qui va consommer plus que l'ancien V6, particulièrement si vous remorquez avec cette mécanique-là. Alors ça, c'est la petite déception. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, vous avez 328 chevaux, 326 livres-pieds de couple. Alors, beaucoup plus de muscles pour pouvoir composer avec des charges qui seraient arrimées à l'arrière ou pour accélérer plus promptement. C'est une mécanique plus puissante, mais ça consomme davantage. Et je considère de ce côté-là que General Motors a complètement raté le tir parce qu'évidemment, en 2024 ou 2025, on souhaite avoir une motorisation plus efficace sur le plan du rendement énergétique, surtout en considérant que la compétition débarque de plus en plus souvent avec des motorisations hybrides que GM ne propose pas. Je dois cependant admettre que j'ai parcouru près de 1000 km au volant de l'Acadia AT4, un véhicule que j'ai adoré sur le plan du comportement routier, du confort, de la stabilité. Véhicule bien insonorisé également, beaucoup plus que l'ancienne génération. Et évidemment, lorsque vous êtes à vitesse de croisière, le moteur se fait très silencieux. C'est juste en accélération où là, ça se fait entendre un peu plus. Rendement de transmission à 8 rapports qui est franchement intéressant aussi. Et j'ai obtenu une moyenne de consommation avec 95 % de conduite sur route à 9,6 litres au 100.
conditions optimales, 20 degrés à l'extérieur, utilisation très relaxe du véhicule. Alors, ce sont des conditions exceptionnelles. Chez GM, on annonce 9,9 litres au 100 sur route. J'ai fait 9,6. Mais dans les mêmes conditions, avec un VUS de la compétition, j'aurais pu faire 1,5 ou 2 litres au 100 de moins facilement. Je parle de la compétition qui utilise des moteurs à 4 cylindres non hybrides. Alors, c'est encore une fois une mécanique qui est décevante au chapitre de la consommation. Je reviens sur cet élément-là parce que c'est son gros point faible. Mais c'est quand même pas la catastrophe non plus. Alors, lors de mon périple, j'ai aussi fait l'essai de la technologie Super Cruise, un système de conduite semi-autonome proposé par General Motors qui fonctionne relativement bien sur des routes cartographiées, évidemment, sauf que, comme je me suis rendu dans la région de Latuc, toute la route 55 ou 155 n'était pas cartographiée. Ça m'empêchait de pouvoir utiliser le système. Et je me suis rendu compte que les routes cartographiées au Québec, il n'y en a que quelques-unes. On n'a pas encore amélioré ce système-là au point que ça soit vraiment viable. Alors, vous pourrez l'utiliser sur la 20, la 40, les grosses artères principales qu'on retrouve au Québec, mais sinon, c'est un système qui est inefficace, tout simplement. Et le coût d'acquisition de cette seule option-là dépasse les 4 000 $. Pas besoin de vous dire que ça ne vaut pas la peine. Aussi drôle que cela puisse paraître, le GMC Acadia avait vu ses ventes augmenter de 45 % en 2023 par rapport à 2022 sur le marché canadien. Des ventes qui totalisaient 4 961 unités, ce qui était beaucoup pour un véhicule en fin de carrière. Bon, évidemment, beaucoup d'unités ont été écoulées à travers des entreprises, des parcs de location, par exemple, mais quand même, c'était inespéré pour le GMC Acadia qui fait face à une concurrence extrêmement féroce. Le véhicule le plus populaire dans le segment en 2023, c'était le Toyota Highlander et le Grand Highlander. Ça totalisait un peu plus de 17 000 ventes sur le marché canadien. Et au second rang, c'était le Ford Explorer avec 10 700 ventes. Alors, on vendait plus du double de Ford Explorer que de GMC Acadia, mais en combinant les ventes de Traverse et d'Acadia, on était à peu près au même niveau que les ventes du Ford Explorer chez nous au Canada, encore une fois. Maintenant, vous aurez compris que GMC souhaite rattraper le temps perdu, aller chercher des parts de marché dans un segment où il y a beaucoup de compétition. Et c'est la raison pour laquelle on débarque avec 3 versions qui sont fort convaincantes. Et vous trouverez l'équivalent du côté de chez Chevrolet encore une fois. Bon, l'équivalent de la version Élévation chez Chevrolet avec le Traverse, c'est la version LT qui coûte 4 500 $ de moins avec un équipement qui est un petit peu moins relevé. L'écart de prix est à 4 000 $ par rapport à la version Z71 du Traverse si on compare avec l'AT4 qui est son équivalent, mais encore une fois avec un peu plus d'équipement de ce côté-ci. Et il n'y a pas d'équivalent à la version Denali chez Chevrolet parce qu'on a éliminé la version iCountry, plutôt remplacée par le modèle RS qui propose une approche plus sportive essentiellement, mais qui coûte 2 000 $ de moins, grosso modo, que la version Denali vendue chez GMC. Alors, chez Chevrolet, transport préparation inclus, l'échelle de prix varie de 50 833 à 65 733 $. Ça, c'est pour la version RS. Et du côté de chez GMC, bien, ça débute à 55 325 $ pour la version Élévation. On passe à 60 825 $ pour la version AT4 qui est ici. Et finalement, 67 325 $ pour la version Denali qui, elle aussi, sera fort populaire. Maintenant, on a ajouté des options sur le véhicule qui est ici. J'en ai fait mention un peu plus tôt. La couleur, c'est 595 $, 1055 $ pour le groupe luxe, 4 055 $ pour le système de conduite autonome Super Cruise. Alors ça coûte très cher pour un système qui n'est pas parfaitement efficace. Et finalement, 1 695 $ pour le toit ouvrant panoramique, pour un total de 68 350 $. C'est le prix du véhicule qui est ici. Alors, c'est pas donné, évidemment, mais si vous retirez la seule option du système Super Cruise, la facture est abaissée à 64 305 $. Du moins, dans le cas qui nous concerne, si vous décidez de financer sur un terme de 72 mois à 5,49 % de taux de financement, ça va vous coûter 1 280 $ par mois sur 6 ans en financement. Et en location, c'est 1 294 $ sur un terme de 4 ans, 20 000 km par année. Pas très alléchant au niveau de la location parce que le taux est à 8,9 %. Le véhicule vient d'arriver sur le marché. On risque d'offrir des promotions un peu plus alléchantes au cours des prochains mois. Il y aura sans doute de petits changements pour l'édition 2025, mais n'empêche, je pense que c'est un produit qui est fort convaincant
et qui a en fait comme seul point faible une motorisation un peu criarde et un peu plus gourmande que ce à quoi on se serait attendu.